Bonsoir, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette web télévision, comme on dit, pour ces premières rencontres initiées. Je suis un peu embarrassée par mon masque, mais nous avons décidé de porter le masque chirurgical. Des premières rencontres donc initiées par l'Institut de la Vision, des rencontres à destination de vous tous, c'est-à-dire les patients et les praticiens, les médecins, les ophtalmologues, les généralistes et les non-généralistes. Des rencontres dont le thème ce soir, pour cette première, est autour du glaucome. Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui concerne en France une masse de gens considérable, à peu près 800 000 patients. Et puis, il y a un autre chiffre, un chiffre qui est assez préoccupant, c'est le chiffre du nombre de gens qui seraient porteurs d'un glaucome et qui ne le sauraient pas, et qui serait au nombre d'un demi-million de gens dans notre pays. Ces rencontres donc, de l'Institut de la Vision auront lieu avec deux grands professeurs en ophtalmologie qui sont attachés bien sûr à l'hôpital des 15-20, le professeur Antoine Labbé et le professeur Christophe Baudouin. Je suis assez émue de l'avoir à côté de moi, pardon de passer un message personnel, mais étant moi-même atteinte d'un glaucome agonique, comme l'on dit, je sais combien les 15-20, eh bien, c'est un hôpital où l'on est bien soigné. Je referme la parenthèse. Nous évoquerons ce soir une définition du glaucome, comment détecter un glaucome, quels sont les effets secondaires, comment traiter un glaucome d'un point de vue médical et d'un point de vue chirurgical. Et puis enfin, nous répondrons, bien évidemment, vous répondrez aux questions que vous nous avez envoyées. Nous aurons également un patient référent qui témoignera de sa maladie et de la manière dont il la vit depuis 2011. Je m'adresse à vous, professeur Baudouin, je vous salue tout d'abord. Et puis, je pense qu'on va pouvoir démarrer tout de suite avec tout simplement une question de Candide. Pour ceux qui seraient candides, qu'est-ce qu'un glaucome ? Merci beaucoup pour cette très aimable introduction. Vous avez parfaitement défini le glaucome. Ce n'est pas un excès de tension dans les yeux, comme c'est souvent considéré. C'est bien une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que c'est le nerf optique, le nerf qui conduit la vision jusqu'au cerveau, à partir de l'œil. Et c'est ce nerf optique qui s'abîme la plupart du temps sous l'effet d'une pression excessive. Alors la pression excessive, c'est donc le deuxième étage dans la maladie, c'est-à-dire que les liquides de l'œil ont du mal à s'évacuer par différents types de mécanismes, il y a plusieurs types de glaucome, et donc quand la pression monte, la victime de cette pression élevée, c'est malheureusement à l'arrière de l'œil le nerf optique. Cette pression élevée, il y a un petit complément à ajouter. On comprend qu'il y a des personnes qui ont des pressions élevées mais qui n'ont pas engagé une neuropathie optique, donc qui n'ont pas véritablement un glaucome. Alors ils ne l'ont pas parce qu'ils ne l'auront jamais ou ils ne l'ont pas encore. C'est tout le problème du choix thérapeutique. Et à l'opposé, il existe quelques cas de glaucome dans lesquels le nerf optique s'abîme alors que la pression est normale. Ce sont souvent des causes vasculaires sur lesquelles on aura éventuellement l'occasion de revenir. Alors une question bien sûr qui en découle, quelles sont les conséquences d'un glaucome ? Quelles peuvent être les conséquences d'un glaucome ? Je sais qu'il y a un volet de conséquences, lesquelles ? Bien, un nerf optique qui s'abîme, c'est un nerf optique qui ne va plus assurer progressivement sa fonction naturelle, qui est donc de conduire la vision. Sauf que la vision, ce n'est pas que l'acuité visuelle, ce n'est pas que la vision des détails, c'est aussi la vision de l'espace, la vision du champ de vision, la vision des couleurs, la vision des mouvements. Donc c'est une série de types de vision qui vont être altérés. Ce qui apporte le caractère à la fois sournois et un peu rassurant d'une certaine manière du glaucome, c'est son côté très lent et très progressif. Alors, très lent et très progressif, ça veut dire qu'on a le temps d'essayer de le bloquer, si on le découvre. Mais le côté sournois, c'est qu'on peut très bien porter un glaucome sans s'en rendre compte, parce que les atteintes visuelles vont être sur les côtés, vont être dans certaines zones, ou certaines sensibilités à la lumière, qui peuvent éventuellement ne pas être détectées à temps. Est-ce que l'hérédité joue un facteur ? Est-ce que des gens qui apprennent que dans leur famille ou qui découvrent que dans leur famille, des gens ont eu des glaucomes doivent absolument, systématiquement être préoccupés et tenter de le détecter ou en tout cas faire de la prévention ? Alors c'est un point absolument fondamental. C'est-à-dire que si on considère que 2 à 3% de la population générale est atteinte de glaucome, ce qui est à la fois beaucoup mais pas énorme si on prend une population au hasard, en revanche, le risque d'avoir un glaucome, si on en a dans la famille, est d'une chance sur 2, ou un risque sur 2. Donc, la détection précoce dans des familles de patients
qui ont des glaucomes. C'est fondamental, c'est un grand service qu'on peut rendre à ses enfants, ses neveux, ses nièces, ses parents ou autres, quand on est malheureusement touché par cette maladie, d'avertir la famille pour que, à ce moment-là, les patients de la même famille puissent aller voir un ophtalmologiste et expliquer qu'il y a un glaucome dans la famille. Et l'ophtalmologiste étant averti sera encore plus attentif. Alors là, je vais m'adresser au professeur Labbé, non pas parce que je sais qu'il y a eu quelques glaucomes dans sa famille, ça serait donner une information, ça y est, elle est déjà donnée, c'est fait, mais qu'est-ce qui se passe quand le patient arrive chez son praticien, chez l'ophtalmologue, et qu'il est peut-être avec une angoisse qui lui noue le ventre, et qui lui demande, faites-moi un examen, lequel, de quel examen s'agit-il, comment détecte-t-on concrètement le glaucome? On prend la tension, comment on fait? Alors, comme vous l'avez expliqué, comme l'a expliqué Christophe Baudouin, effectivement, le glaucome est une maladie qui reste longtemps asymptomatique. Et donc, le patient peut aller consulter sans avoir strictement aucun symptôme. Et il peut être d'ailleurs étonné d'un résultat de consultation. On va lui annoncer d'ailleurs qu'il a quelque chose d'anormal, alors que lui ne s'était rendu compte de rien. À la suite de quel examen? Alors justement, l'examen ophtalmologique pour dépister le glaucome, comme ça a été expliqué, c'est une maladie du nerf optique. Et donc c'est vraiment essentiel de regarder le nerf optique pour savoir s'il montre des signes d'altération ou non. On mesure bien sûr la pression intraoculaire, puisqu'on a compris que c'était le principal facteur de risque de glaucome. Mais comme ça a été là également bien expliqué, on peut avoir un glaucome sans élévation de la pression intraoculaire. Et donc pour dépister un glaucome, il faut associer différents éléments. Cette mesure de la pression, qui est un facteur de risque et qu'on va mesurer quasiment systématiquement à toute consultation, et puis l'examen du nerf optique. Et si il existe des doutes, si l'ophtalmologiste aperçoit des choses qu'il ne considère pas comme étant normales, à ce moment-là, on peut poursuivre vers d'autres examens plus précis qui vont aller analyser quelques paramètres du nerf optique. Pour comprendre de manière simple, le nerf optique, c'est comme un tuyau, et dans ce tuyau, il y a un certain nombre de fibres. Le glaucome, en fait, c'est la perte progressive de ces fibres. On a aujourd'hui des appareils en consultation qui permettent de compter ces fibres et de regarder si par rapport à une population normale, le nombre de fibres correspond à l'âge, par exemple, ou si déjà il y a une perte. Donc l'ophtalmologiste va pouvoir être aidé par des examens complémentaires qui vont pouvoir comme ça mesurer ces paramètres. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la conséquence. La conséquence, c'est de l'atteinte de ce qu'on appelle le champ visuel et la vision. Et à ce moment-là, on fait des examens qui s'appellent l'examen du champ visuel, qui va justement repérer des atteintes que le patient ne peut pas percevoir parce qu'elles sont trop périphériques dans son champ de vision. Et avec l'ensemble de ces éléments, l'ophtalmologiste pourra poser un diagnostic s'il y a un diagnostic ou rassurer le malade s'il peut le rassurer. Le diagnostic de glaucome repose justement sur un faisceau d'arguments. Il n'y a pas un test comme on ferait un test pour le Covid, par exemple, qui serait, dirait, plus ou moins. On a un ensemble d'éléments, de faisceaux d'arguments qui permettent de poser un diagnostic. Professeur Baudouin, est-ce que l'âge a quelque chose à voir avec le glaucome? C'est une question que se posent souvent les gens. Est-ce que à partir d'un certain âge, on a plus de chances d'en avoir ou pas du tout? C'est encore une illusion. Alors, l'âge n'est pas directement lié à l'existence du glaucome, mais plutôt à sa durée. Donc, en avançant en âge, on va éventuellement découvrir des glaucomes plus avancés, puisqu'ils ont commencé plus tôt. Mais il existe des glaucomes familiaux extrêmement sévères qui démarrent très tôt. Il y a même des glaucomes congénitaux, c'est-à-dire chez des nouveau-nés. Mais sans aller jusqu'à ces formes extrêmes, il y a des glaucomes dits juvéniles chez des adolescents, des jeunes adultes. D'où le message que ce n'est pas parce qu'on a moins de 40 ans, si on en a dans la famille, il faut vraiment rechercher. Systématiquement, c'est ça. Systématiquement, de l'importance de la prévention, donc. La prévention est essentielle. Alors, il n'y a pas d'âge seuil limite, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais il est clair qu'à un moment ou un autre, un examen de vue et un examen ophtalmologique en signalant ses antécédents de glaucome, parce que effectivement, chez quelqu'un de jeune, l'ophtalmologiste pourrait ne pas véritablement chercher un glaucome. S'il est averti, il va aller regarder de plus près, d'autant que là, on parle de formes extrêmement débutantes. Alors, nous avons avec nous un patient. Ça nous semblait évidemment, et ça vous semblait surtout à vous deux, primordial pour cette rencontre, cette première rencontre de l'Institut de la Vision, qu'il puisse y avoir un dialogue et que la relation que parfois certains patients sentent ou ressentent comme asymétrique entre le médecin qui sait tout et le patient qui a peur et qui ne sait pas grand-chose, pour qu'on puisse justement corriger cela. Nous avons le plaisir d'accueillir Jim Laurent. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, vous avez des lunettes ou vous n'avez pas de lunettes, vous êtes photophobe, oui. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure, et surtout vous êtes affecté par un glaucome depuis combien de temps? Alors, et en amont de cette question, comment l'avez-vous découvert?
Alors, mon cas est un peu spécial. En fait, je n'ai pas d'antécédent dans ma famille connu, à part un neveu de mon grand-père. C'est le seul cas connu, à mon avis. Donc, ce qui m'est arrivé un jour, je me suis levé de mon lit énergiquement à un moment, et j'ai sauté sous la douche. Et sous la douche, j'ai ressenti un genre de gêne mécanique dans l'œil, un genre quelque chose de mécanique dans l'œil. C'est pas une poussière dans l'œil. On n'a pas de poussière dans l'œil dans la douche, évidemment. Donc, j'ai ouvert le rideau de douche pour regarder ce qui se passait avec mon œil. Et mon œil était à moitié opaque. J'avais 50% d'opacité à peu près. Donc j'ai tranquillement continué ma douche, je me suis habillé et j'ai pensé à appeler, j'ai eu le réflexe 15-20, j'ai appelé, est-ce que vous avez un service d'urgence? J'ai dit oui, donc je me présente aux urgences, les mains dans les poches, sans la moindre idée de ce qui m'attend. Et donc on me trouve une pression très élevée, c'est-à-dire que... De combien 50 mm de mercure avec une pachymétrie, le corps est très fine, donc 472 microns, ça fait peut-être 55 mm de mercure, si on veut jouer un peu sur les chiffres. Et donc ça fait un œdème cornéen, c'est pour ça que j'ai la vue opaque, la cornée n'est pas transparente. Et donc on me met dans une salle d'observation, on me met une perfusion d'un produit, mannitol, qui permet de diminuer le volume du corps vitré de l'œil pour diminuer le volume de l'œil, du volume, quoi. Et puis des produits, pour un cachet, des collyres, et on me laisse en observation comme ça une petite heure. Et ensuite je pars sous 34 mm de mercure, et puis un très très fort traitement, quadithérapie locale, et puis 4 produits, 3 collyres, et puis des cachets. Et le diagnostic, possiblement un glaucome qui s'appelle pigmentaire, parce que mon glaucome est unilatéral. Uniquement l'œil gauche est atteint, le droit est absolument normal. Et voilà. Et donc j'ai éventuellement eu un choc traumatique 20 ans avant qui m'a explosé l'œil. Et je me suis payé un arbre en courant en fait. Je suis retourné quand je courais, je me suis payé un arbre en pleine tête. D'accord. Et possiblement, d'après ce que je comprends, les glaucomes post-traumatiques peuvent des années après déclencher quelque chose. Et donc mon œil gauche possiblement a eu pendant des années Et donc oui, on a découvert le nerf optique gauche déjà très abîmé. Sauf que jusqu'à un jour avant, je n'avais jamais rien eu, vous savez, des fois vous prenez un verre et le verre tombe, etc. Vous trébuchez, mais rien pendant 40 ans, absolument rien. Du jour au lendemain, 50 mm de mercure et un nerf optique qui est déjà abîmé sans que j'ai eu pendant 40 ans le moindre truc. Et ça, c'était en 2011. Le 29 octobre 2011. C'était il y a donc 10 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut, on va en parler avec vous bien sûr, Jim Laurent, mais est-ce qu'on peut évoquer l'impact visuel du glaucome, qui est quelque chose de très mystérieux que les gens qui n'ont pas de glaucome ont du mal à comprendre? Alors, professeur Baudouin. Oui, un petit mot, effectivement, il y a beaucoup à dire. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule vision, il n'y a pas un seul type de vision, donc il y a plusieurs types de sensations visuelles qui peuvent être affectées. Et il y a un paradoxe qui est parfois difficile à percevoir pour l'entourage ou même pour les autorités, c'est que comme l'acuité visuelle est souvent très longtemps conservée et que c'est la vision périphérique qui est progressivement atteinte, on peut avoir encore une bonne acuité visuelle, c'est-à-dire une bonne perception des détails, la lecture, les visages, les sous-titres à la télévision, mais avoir déjà des zones de vision périphérique qui manquent et qui peuvent expliquer des chutes, par exemple, ou le fait de ne pas bien voir sur les côtés, et donc des zones qui peuvent être vraiment très, très dommageables, même avec une bonne acuité visuelle. Professeur Labbé. C'est un point extrêmement important. Oui. On a expliqué deux choses. Tout d'abord qu'effectivement, dans le glaucome, on peut avoir un glaucome sans atteinte du tout de la fonction visuelle. En tout cas, sans atteinte qu'on est capable aujourd'hui, avec les outils dont on dispose en pratique, de dépister. Et puis, si la maladie évolue à des stades plus évolués, on va avoir cette atteinte qui va débuter, on l'a expliqué, par des atteintes périphériques, puis petit à petit, dans les cas finalement assez rares, avoir une atteinte de l'acuité visuelle, comme l'a expliqué Christophe. C'est vrai que nous, en pratique clinique, les ophtalmologistes, on dispose d'outils qui s'appellent le champ visuel. C'est un examen difficile, et ça c'est très important de le dire aux patients qui sont souvent très inquiets de faire le champ visuel. Psychologiquement, vous voulez dire. C'est très difficile bien psychologiquement sûr. À supporter. Très. Et il faut comprendre que quand on le fait, en fait, l'appareil, pour déterminer la sensibilité, il est obligé de montrer un point qu'on voit et puis un point qu'on ne voit pas. Mais il n'est pas très loin de la sensibilité du patient. Et donc c'est très angoissant de faire cet examen où on rate un certain nombre de points et les patients le savent. Nous, cet examen, il est très important parce qu'il nous permet justement, dans l'évolution de la maladie, de savoir finalement si le traitement est efficace, si on arrive à stabiliser la maladie. Donc c'est un examen très important. Néanmoins, c'est un examen qui est très éloigné de ce que ressentent les patients dans la vraie vie. Et quand l'ophtalmologiste regarde le champ visuel, il aura beaucoup de mal à finalement évaluer le retentissement que va avoir ce champ visuel pour la qualité de vie des patients. Et ça, c'est très important parce que l'objectif du traitement du glaucome, c'est de préserver la qualité de vie des patients. Et donc nous, à l'Institut de la Vision, on essaye de développer des tests nouveaux, justement,
pour essayer d'aller appréhender finalement quel est l'impact du glaucome dans la qualité de vie. Donc on a par exemple dans une rue artificielle, on emmène les patients de manière à voir finalement en fonction de l'atteinte du champ visuel, quel va être le retentissement qu'ils peuvent avoir pour reconnaître une personne dans une rue par exemple, pour aller sur un trottoir, aller mettre une lettre à la poste par exemple. Et on essaie justement de trouver des nouveaux outils pour pouvoir mieux appréhender l'impact de la qualité de vie chez ces patients. Et c'est très important parce que finalement, lorsqu'on pourra mesurer cet impact, on va pouvoir voir aussi l'impact des traitements. Parce que voir l'impact des traitements sur la PIO, c'est bien, mais voir l'impact des traitements directement sur la qualité de vie des malades, dire tel traitement préserve mieux la qualité de vie, c'est très important. Et ça, ce sont des travaux que nous menons ici actuellement. À l'Institut de la Vision, donc. Jim Laurent, vous pouvez témoigner de l'impact visuel de votre maladie et puis du paradoxe aussi peut-être qui consiste en votre acuité visuelle et puis ce que vous ne voyez pas, la dégradation et donc les conséquences dans votre vie quotidienne. Alors, parce que vous avez 10-10 aux yeux. Alors on m'attribue 14 dixièmes à gauche. Et je considère que j'ai une bonne vue à gauche. Le champ visuel, l'œil gauche était le premier atteint. Depuis, j'ai perdu l'œil droit. Alors, j'arrive à l'hôpital un jour, j'ai l'œil droit sain, l'œil gauche un peu démoli. Aujourd'hui, j'ai perdu la intégralité de l'œil droit. Donc à l'origine, avant la découverte, j'avais aucun problème de vue. Mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à perdre l'œil droit que là, j'ai commencé à avoir le retentissement sur la vie. C'est-à-dire, par exemple, j'ai ce que j'appelle le Star Trek effect. Vous marchez dans la rue, et tout à coup, à 1,50 m de vous, quelqu'un apparaît comme ça, de nulle part, et limite, on vous lui rentrez dedans. Et donc, vous étiez dans la rue jusqu'à présent, vous voyez la rue, les immeubles, le ciel. Il était dans votre angle mort. Dans un angle mort du glaucome, c'est-à-dire que même si je vois sur les côtés et en face, il y a un truc quelque part où il y a un truc qui passe pas, quoi. Je crois que c'est les cellules ganglionnaires qui s'activent pas. Et donc j'ai fait ici un atelier à l'Institut de la Vision, semaine du cerveau. Ça prenait les cellules ganglionnaires, comment est-ce qu'elles s'activent lorsque des objets bougent devant l'écran. C'est des petits poissons qui se baladaient comme ça sur un aquarium. Et quand les poissons étaient détectés par les cellules ganglionnaires d'une rétine de rat, il y avait un petit truc vert fluo qui s'affichait, qui prouvait que les cellules ganglionnaires s'activaient dans tel truc. Et donc dans mon cas, je pense qu'il y en a qui sont mortes et qui ne voient pas, même au milieu de moi, en face de moi, quelque chose qui bouge. Ouais. Et tout à l'heure, on en parlait avec le professeur Baudouin. Si quelqu'un, par exemple, me serre la main, je vois le haut du plafond, je vois même un peu le sol, je vois la personne en pied, mais sa main va bouger devant moi et je lui parle dans les yeux et elle fait un moment, elle fait un recul, elle dit ah, pardon. Et en fait, elle me tendait la main et elle a cru que j'étais mal poli, justement, que je voyais. Donc il y a ça, il y a plein d'autres effets. Ensuite, l'acuité visuelle, elle reste très bonne par rapport à personnes qui ont 3 dixièmes, par exemple. Mais néanmoins, à partir du moment où vous avez des collyres, à partir du moment où vous avez des chirurgies, j'avais 16 dixièmes en fait à l'origine, 16 dixièmes aux 2 yeux, etc. Donc aucun problème de vue pendant des années. Et à partir du moment où on met des collyres et puis des chirurgies, ça vous détraque un peu la myopie, l'astigmatisme. Et vous avez énormément de mal à retrouver l'acuité que vous aviez à l'origine. On va y revenir. Vous vouliez préciser des choses, professeur Labbé. Ce que nous explique Monsieur Laurent Gim, parce qu'on a très longtemps cru que les sujets glaucomateux voyaient noir autour. Hein, parce qu'en fait, nous, les champs visuels étaient noirs. Et on a longtemps cru que le patient avec un glaucome avait des zones noires. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Et qu'en fait, les patients qui ont cette atteinte ont simplement des zones qu'ils ne voient pas. Oui. Alors, quand on n'est pas scientifique, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à percevoir même. C'est difficile de se mettre à la place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau va reconstruire, redonner une image à ces zones à partir de l'image qui est encore vue. Et donc, en fait, on va avoir une image peut-être nette au milieu et puis un flou. Et les objets disparaissent. Et ce que vous venez d'expliquer, c'est exactement ça. Des objets disparaissent et s'ils arrivent après dans une zone du champ visuel vu, ils vont réapparaître. Et c'est très intéressant de voir ça. Et ça, c'est quelque chose que nous essayons de percevoir avec des outils un peu innovants. Professeur Baudouin, vous vouliez rajouter quelque chose à propos de ça, à propos des impacts visuels et dans la vie quotidienne, et peut-être de ce hiatus entre ce que vit la personne qui a le glaucome et l'incapacité, parce que c'est difficile d'être dans l'empathie et de mesurer ce que l'on voit quand on n'est pas atteint de cette maladie. Oui, comment faites-vous avec cette question ? Oui, c'est un point très, très intéressant. Parce qu'effectivement, c'est difficile pour l'entourage. Là, je ne parle plus du point de vue du patient, mais du point de vue de l'entourage. L'entourage peut avoir du mal à comprendre que quelqu'un qui est en mesure de lire, en mesure de reconnaître un visage à une certaine distance, de voir une voiture ou un détail, ou de lire les sous-titres à la télévision, ne voit pas des choses énormes qui sont au milieu, une table, une chaise, un trottoir, ou effectivement ne voit pas la main qui lui est tendue. Et c'est une source souvent d'incompréhension, puisque pour l'entourage, c'est « Ah ben, tu vois très bien tel ou tel détail, peu importe lequel, tu vois très bien, de quoi tu te plains ?» Et donc, c'est aussi un point important, et c'est important aussi d'éduquer
les accompagnants en leur disant mais oui, cette personne a effectivement un handicap. On peut avoir un handicap visuel tout en ayant une bonne acuité visuelle, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. L'acuité visuelle, c'est une des fonctions, certainement la plus précieuse, mais c'est une des fonctions visuelles parmi beaucoup d'autres. Avant qu'on aborde le volet des soins et des traitements médicaux et chirurgicaux, je voudrais vous poser une question autour du facteur humain. Comment vivez-vous, comment faites-vous quand vous devez annoncer à quelqu'un qu'il a un glaucome assez déjà avancé et que vous savez qu'il y aura inévitablement en face de vous une angoisse fantasmatique liée à cette perspective éventuelle de la perte de la vision. On en reparlera à la fin parce que tout glaucome n'entraîne pas la perte de la vision. Mais comment faites-vous d'un point de vue psychologique pour canaliser et apaiser cette angoisse ? Alors, votre question est excellente et je pense que ça vaudra la peine aussi d'avoir l'avis de Christophe Audin, parce que je pense que c'est très personnel, à la fois de la part du praticien, du médecin. Et du patient. Exactement, du patient. Et je pense qu'il faut essayer de s'adapter en fonction de chaque patient, puisque chaque patient ne va pas... en tout cas attendre la même chose. Certains patients voudront peut-être être sur des détails précis, peut-être avec une explication, peut-être basée sur des éléments plus scientifiques. D'autres patients préféreront quant à eux une approche un peu plus globale. Donc je pense qu'il faut avoir une attitude individualisée. Il faut quand même rassurer. Dans la très grande majorité des cas, le glaucome est une maladie qu'on pourra contrôler avec des traitements, dont on va parler un peu plus tard, mais il faut quand même rassurer les patients, parce qu'avec les traitements qu'on a, c'est quand même une maladie qu'on est capable de contrôler. Et je pense que le message important, c'est de s'adapter aux patients, d'avoir cette bienveillance qu'on espère partager, qui n'est pas toujours facile quand on a des consultations où il y a beaucoup de patients, mais on prend le temps de parler avec les patients et de leur donner les éléments dont ils ont besoin pour appréhender la maladie. Oui, je crois que c'est vraiment le principal message qu'on essaie de faire passer. Ça se soigne. Ça se soigne et ça se stabilise. Alors, malheureusement, on ne revient pas en arrière. Ce qui a été perdu est perdu, d'où l'importance du message, du dépistage précoce. Parce que si finalement si on découvre un glaucome chez quelqu'un qui n'est pas gêné visuellement, on peut le rassurer en disant mais il y a une très forte probabilité que les traitements soient quand même efficaces. Ils seront peut-être plus ou moins lourds à certains moments, mais ils seront efficaces et on pourra arriver à empêcher d'aller vers le handicap visuel. Si le handicap visuel est déjà là, évidemment, le discours doit s'adapter et le discours sera plutôt axé sur on va tout faire pour préserver la vision résiduelle. Ça arrive malheureusement dans des situations qu'on rencontre, c'est que parfois certains patients effectivement ne se rendent pas compte même qu'ils sont en train de perdre un œil, un côté. Et c'est au moment où il commence à être gêné par le deuxième œil qu'il consulte, et ça arrive que la maladie soit déjà malheureusement très très avancée. Mais là aussi, on va se battre pour sauver ce qui reste. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, ou on avance dans l'évocation des traitements? Oui, rapidement sur en fait, la façon dont on a une vision, et on a réellement comme si les objets étaient effacés numériquement, comme au cinéma. Vous savez, vous devez effacer un câble qui tient un acteur, c'est effacé numériquement. Vous regardez le décor, et certains objets sont effacés numériquement, ils ne sont plus là. Ils sont fondus dans une espèce de masse clair-opaque qui se fond dans la masse de la dominante de couleur et de contraste de la zone. Et la chose, l'objet n'est plus là, y compris une personne qui arrive devant vous. C'est ce que j'appelle l'effet Star Trek. C'est quelqu'un qui est téléporté depuis l'entreprise de l'espace, tout à coup à 3 mètres de vous. Et donc, ces objets n'apparaissent pas, ils sont effacés, ils sont gommés, et ils se fondent dans le décor suivant les contrastes et les couleurs. Les traitements médicaux, des collyres. Oui, la base. Alors, c'est la base. C'est la base, ce qui ne veut pas dire que c'est exclusivement le traitement. On parlera des autres stratégies. Oui. Bon, la base thérapeutique est quand même, la plupart du temps, alors, la base, d'une manière générale, c'est faire baisser la pression. Oui. Le seul traitement efficace qui a prouvé son efficacité depuis presque toujours, c'est l'abaissement de la pression oculaire. Ça, c'est avéré. Si on abaisse la pression, si on la stabilise, alors il faut la baisser à un niveau suffisamment bas. Ce n'est pas un chiffre suffisamment bas, c'est plus bas que ce qui a détruit et proportionnellement à la pression d'origine. Mais en tout cas, l'idée, c'est de stabiliser et de baisser la pression. Tous les moyens sont là. Alors, on va presque toujours commencer par des collyres. En général, alors tout dépend aussi du niveau de pression. Parfois, il faut un arsenal très riche et très lourd d'emblée. Parfois, on peut se contenter de quelque chose de plus léger. Et puis, si un collyre n'est pas suffisant, un peu comme dans l'hypertension artérielle, c'est la même démarche, 1 traitement, 2 traitements, éventuellement 3 traitements. On va peut-être avoir des questions là-dessus. Ouais. Quand on arrive à 3 traitements, 3 molécules différentes, on peut commencer à avoir des effets secondaires, et là, ça peut devenir un souci.
Et c'est là qu'éventuellement, d'autres techniques peuvent venir compléter le traitement médical. Des effets secondaires, par exemple? Les effets secondaires, alors, ils peuvent être à la fois locaux, c'est-à-dire liés au fait qu'on met un collier sur l'œil. Ça peut entraîner une irritation chronique de l'œil. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard. Ouais. Parfois, alors, c'est quand même les principaux. Après, certains colliers peuvent avoir aussi des effets généraux, puisque quand on met un collier dans l'œil, il peut passer dans ce qu'on appelle la circulation générale et avoir des effets cardiaques, par exemple, comme certains bêta-bloquants. On va être essoufflé ou on va même parfois être fatigué, voire même un peu déprimé. C'est des choses qui peuvent exister. Donc, vous voyez, deux types d'effets locaux et un petit peu généraux. Néanmoins, les effets secondaires quand même généraux sont très limités des traitements aujourd'hui pour les patients qui peuvent en fait les tolérer. Avant de recueillir le témoignage de Jim Laurent, vous êtes connu, professeur Baudouin, pour avoir un cheval de bataille qui est la lutte contre les conservateurs dans les colliers. Je m'avance en disant ça ou c'est une réalité et c'est un bon combat? Alors je suis convaincu que c'est un bon combat, c'est celui que je mène depuis 25 ans. Ce qui me désole un peu, c'est que je suis toujours en train de le mener. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais pas suffisamment. Alors qu'est-ce que c'est les conservateurs? C'est le produit chimique qui va désinfecter le collier dans le but qu'il n'y ait pas de microbes qui viennent se développer dans le flacon pour permettre son utilisation. Pour créer une infection, du coup. Sur plusieurs semaines, avec un risque théorique d'infection. Et le problème, c'est que le conservateur, il ne peut pas à la fois tuer les méchants microbes dans le flacon et être gentil quand il est mis dans l'œil. Alors, il ne va pas forcément avoir des effets très, très spectaculaires et très dangereux. Il y a des allergies, mais ça va être plutôt quelque chose de plus sournois, des irritations, un dessèchement de l'œil, des rougeurs qui vont progresser dans le temps. Et il y a des choses à dire. Quel impact sur le glaucome? Alors, il y en aurait un éventuellement? Alors, il peut y avoir toutes sortes d'impacts. Le premier impact, c'est que ça va entraîner un problème de qualité de vie, d'irritation. Et beaucoup de glaucomateux, on a parlé du handicap visuel, mais beaucoup de glaucomateux vont beaucoup plus souffrir des irritations liées à leur traitement que du problème visuel que finalement ils ne ressentent pas. Dans 80% des glaucomes, finalement, la gêne visuelle est assez minime, voire même absente. Donc, il y a déjà un impact. Deuxièmement, si les traitements sont désagréables, irritants, entraînent des effets secondaires, il peut y avoir une tendance à les oublier. À les arrêter, éventuellement. J'ai envie de citer l'exemple d'un de mes patients, un grand-père, qui m'expliquait que ses yeux étaient très, très rouges et très irrités et que ça faisait peur à ses petits-enfants. Et donc, il me faisait comprendre que quand il avait les petits-enfants pendant les vacances scolaires, il ne mettait pas les gouttes. Il ne les mettait pas. Donc, si vous calculez les vacances scolaires 2 ou 3 mois dans l'année, c'est à peu près comme s'il était traité 4/5e ou 5/6e de l'année. Donc ça, c'est les effets secondaires locaux. Et un petit piège dans ces effets secondaires, c'est qu'ils peuvent apparaître progressivement, donc longtemps après le démarrage d'un traitement. Et si je veux faire passer une information, c'est qu'un traitement qui était initialement bien toléré peut petit à petit l'être moins. Et donc, quand on observe quelque chose plus tard, il faut éventuellement se poser la question du lien avec les traitements. Avec le traitement antérieur. Vous avez vécu ça? Je crois que vous avez souffert. Oui, alors moi je suis un grand fan du professeur Baudouin depuis 2011, enfin depuis le jour où j'ai découvert mon glaucome. On m'a dit, il y a un médecin que tu dois voir, c'est le professeur Baudouin. 2011, on m'a dit ça. Et donc, mais j'ai été également sensibilisé dans cet institut de la vision même. En 2013, une journée porte ouverte, semaine du cerveau, à la toxicité des conservateurs dans les colliers, les études du professeur Baudouin. On y vient. Et donc, mais avant de venir à la toxicité des conservateurs, qui est le chlorure de méthalconium, le BAC, il y a aussi certains colliers qui n'ont pas d'effet trop grave, comme à part l'élongation des cils. Et puis la décoloration de l'iris, par exemple, ça peut être ennuyeux si on est une femme mannequin avec des yeux bleus, ça peut être ennuyeux. Mais après, possiblement, d'autres colliers sans conservateur peuvent aussi poser des problèmes, je pense. Lesquels? Moi, mon premier problème, c'était la photophobie dès le début. Ma cornée, je pense, a été extrêmement abîmée par des multithérapies, des quadrithérapies. Et j'ai dû, dès les premiers jours, mettre des lunettes noires pendant 8 ans non-stop. Et j'ai fini par progressivement de moi-même, ne faites pas ça à la maison, don't do this at home pour les autres. J'ai fini par moi-même couper des traitements de moi-même en me disant, j'arrête de mettre ce produit parce que... Et voilà. Et j'ai prouvé qu'en arrêtant certains produits, non seulement ma tension n'augmentait pas, mais ma qualité de vie augmentait. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire de l'auto... Don't try this at home.
Ok, je veux pas être professeur Labbé. Il faut essayer d'éviter, mais par contre, le patient, il a sa qualité de vie à préserver. Et comme l'expliquait le professeur Baudouin, effectivement, certains patients vont être plus gênés par l'irritation locale que par finalement l'impact du glaucome. C'est vrai que dans le glaucome, néanmoins, l'observance, c'est-à-dire la faculté que les patients ont... L'observance, c'est le respect des prescriptions, c'est-à-dire de l'utilisation du traitement qui est prescrit. Ouais. C'est vrai que dans toutes les maladies chroniques, c'est vrai dans le glaucome, mais c'est aussi vrai dans l'hypertension artérielle, le diabète, on est sur une maladie chronique finalement très asymptomatique. Le patient doit se traiter pour prévenir une évolution future. Et donc, le problème d'observance, c'est-à-dire le patient souvent relâche un peu les gouttes, les met de moins en moins, vont même voir pour certains ne plus les acheter. Vous imaginez bien que si le traitement irrite l'œil, le patient va être moins prompt à l'utiliser que si le traitement est extrêmement confortable. Donc l'irritation liée au traitement va jouer directement sur l'efficacité du médicament. Ouais. Professeur Baudouin. Oui, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, qui est très vrai, c'est vraiment, il faut parler à son ophtalmologiste. Alors c'est vrai que quand il y a un examen dans le cadre d'un bilan ou d'une surveillance de glaucome, il faut surveiller le nerf optique, la pression oculaire, le champ visuel, il y a beaucoup de travail. C'est vrai qu'on a un peu tendance à considérer que si le traitement est efficace, il ne faut pas aller plus loin. Ouais. Eh bien, un traitement qui est certes peut-être efficace, mais qui est mal toléré, c'est un traitement qui n'est pas suffisamment satisfaisant. Et les effets secondaires peuvent se payer plus tard, en rendant moins efficaces, par exemple, soit les traitements du moment, soit éventuellement les futurs traitements, notamment si on doit recourir à de la chirurgie. Donc ça veut dire que les patients doivent absolument faire part de leur désagrément, de leur inconfort de vie pour co-construire en quelque sorte le soin avec le praticien. C'est très important. Je pense que les patients doivent surtout partager avec leur ophtalmologiste les problèmes qu'ils ont, que ce soit lié à la maladie ou aux effets secondaires des traitements. C'est essentiel. C'est vrai que nous, on essaye de leur poser la question. On essaie de poser des questions les plus ouvertes possibles pour que les patients se sentent à l'aise de nous parler de leurs problèmes. Mais il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la pression intraoculaire. Il y a aussi toute la vie qui va avec et la tolérance des traitements. C'est ça. Il y a les collyres, donc il y a la dimension médicale et il y a la dimension chirurgicale dans la prise en charge du glaucome, des lasers et puis de la chirurgie perforante, comme on dit. Oui, alors le mot est fait un peu agressif comme ça, perforante. Mais, ou micro-intrusive, enfin, quel est l'objectif du traitement du glaucome, la seule chose prouvée, c'est de faire baisser la pression dans l'œil. Donc comme l'a expliqué Christophe, on peut le faire avec des collyres, on peut le faire aussi avec du laser. Il existe une structure dans l'œil qui s'appelle le trabéculum, alors c'est un nom un peu barbare, mais c'est le filtre de l'œil. C'est par cette structure que le liquide s'évacue de l'œil pour rejoindre des vaisseaux par lesquels c'est éliminé. Il faut comprendre que l'œil, c'est comme un ballon. En fait, pourquoi la pression monte dans le ballon? C'est tout simplement qu'il y a plus de liquide qui rentre dans le ballon que ce qu'il en sort, et donc la pression augmente. Donc les traitements ont pour objectif de faire sortir ou de sortir plus de liquide ou moins rentrer de liquide. C'est assez simple. Le laser va justement travailler sur le filtre de l'œil de manière à le rendre plus perméable et à faire baisser la pression intraoculaire. C'est souvent ce qu'on essaie de faire quand les collyres sont un petit peu moins efficaces. Et puis l'étape d'après, lorsque ces premières thérapeutiques sont révélées soit inefficaces, soit mal tolérées, c'est d'aller vers des traitements chirurgicaux. Alors là aussi, il y a des approches qui sont dites perforantes, c'est les approches les plus anciennes. L'objectif est toujours le même, que le liquide puisse s'échapper de l'œil. On crée une sortie de liquide, mais toujours dans la paroi de l'œil, parce que sinon ce serait un risque d'infection si le liquide sortait directement à l'extérieur. Et donc on crée dans la paroi de l'œil un mécanisme comme une soupape de manière à ce que le liquide puisse s'échapper. Donc perforante, vous en avez parlé, ça s'appelle la trabéculectomie, c'est l'intervention la plus ancienne. Mais on a aujourd'hui des interventions entre guillemets moins agressives, avec des interventions non perforantes qui consistent à faire à peu près la même chose mais sans rentrer complètement à l'intérieur de l'œil. Et puis depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années, on dispose de ce qui a été appelé les MIGS pour chirurgie mini-invasive du glaucome. Et on dispose maintenant d'un certain nombre, un arsenal, si je puis dire, de techniques qui ont pour but là aussi de faire baisser la pression intraoculaire, qui peuvent s'associer ou non à une autre chirurgie comme la chirurgie de la cataracte. Et là encore, qui permettent dans certains cas particuliers de contrôler la pression en faisant un geste moins agressif pour l'œil avec un patient qui va récupérer plus vite en post-opératoire. Et qui mettra moins de collyres. Il y aura évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de contrôler la tension qu'on ne contrôlait pas avec les collyres, mais pour beaucoup de patients, une opération veut dire moins de collyres, voire pas de collyres du tout. Vous voulez témoigner? Ajouter quelque chose? Oui, alors moi j'ai eu un peu tout. J'ai eu le laser, j'ai eu la chirurgie, différents types de chirurgie. J'ai eu des ultrasons, c'est une nouvelle technique qui était apparue en 2012, que j'avais absolument voulu essayer, mais ça n'avait pas marché. On peut décider de vouloir essayer une technique quand on est un patient En fait,
le congrès Vision Innovation qui a eu lieu en 2015 par José Linsael, qui était à la maison de l'UNESCO. J'étais allé, c'était un grand congrès qui réunit les patients, les chercheurs, les médecins, les industriels de la santé. Et une des idées, c'était que le patient peut être lui-même force de proposition des traitements envisagés. Okay, donc moi, en tant que patient, je crois que j'ai le droit de choisir ce que je veux. Quand j'ai des chirurgies qui échouent, j'en ai 4 d'affilée qui échouent, là je me dis j'arrête la chirurgie parce que personne n'arrive à le faire. Il y a un truc qui vient de sortir, ça s'appelle les UC3, cyclocoagulation circulaire aux ultrasons. Je veux essayer ce truc, et parce que les chirurgies qui échouent, être aux urgences le lendemain parce que ça a échoué, je ne peux plus. Quoi. Donc je veux essayer ce truc-là. J'ai fait 3 villes de France pour essayer. Bon, ça n'a pas marché. Et finalement, j'ai fini par retourner à la chirurgie. Et j'ai eu le médecin qui a réussi à me sauver et qui était super. Vous voulez Oui, c'est vrai qu'on essaye quand même réagir. au maximum comme vous l'avez dit, de partager avec le patient. Oui. Certains patients n'ont pas forcément d'idée. C'est vrai que M. Lorangim connaît bien la pathologie, arrivait déjà avec des notions techniques très importantes. Et dans ce cas-là, effectivement, on partage et on pèse le bénéfice-risque de chaque technique. D'autres patients ont moins de connaissances de ces différentes techniques, mais on leur présente. Plus impressionnés, plus intimidés. Exactement, n'ont pas forcément envie de rentrer dans les détails de comment tout est réalisé. Et donc, on essaie de partager avec eux les différentes techniques. Il y a plusieurs solutions, souvent. Et donc, on essaie de partager, leur présenter à la fois les avantages et les inconvénients de chaque technique, et puis de décider ensemble. Professeur Baudouin, vous voulez qu'on avance ou vous voulez intervenir? Vous voulez qu'on avance sur les soins du futur? Juste un petit mot, Oui, effectivement, juste pour un mot. expliquer les ultrasons. Oui. On a parlé de techniques d'évacuation, les techniques filtrantes. Il y a des techniques qui jouent sur le trabéculum, c'est la mise en place de stents que l'on peut également associer, alors qu'ils s'associent spécifiquement à une chirurgie de la cataracte. Qu'est-ce que c'est, pardon, pour des béotiens, un stent? Alors le quoi stent, c'est une sorte d'élargissement d'un canal naturel. Alors c'est bien connu dans le cœur au niveau des coronaires. Oui. Et là, au niveau de l'œil, on peut mettre des microtubes dans le filtre d'évacuation, le filtre naturel, avec l'intérêt qu'on va jouer sur le filtre naturel, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer une nouvelle évacuation avec ses éventuelles complications, avec l'inconvénient que comme c'est le filtre naturel qui, dès le départ, ne fonctionne pas très bien, on n'aura pas une efficacité aussi forte, par exemple, pour des très fortes tensions, mais un rapport entre les bénéfices et les risques qui est quand même très favorable, à condition simplement que ça s'associe à la chirurgie de la cataracte. Pour revenir aux ultrasons, il y a eu effectivement à l'époque un gros espoir, malheureusement en partie déçu, en partie seulement, mais en partie quand même. C'est-à-dire qu'il y a une troisième voie d'abord chirurgicale qui est d'essayer de couper le robinet, donc de diminuer l'efficacité de la sécrétion, ce que le professeur Labbé a très bien expliqué. Il y a plus d'eau qui rentre que ce qui s'évacue, ou moins d'eau qui s'évacue que ce qui rentre. On peut jouer sur l'évacuation, sur la sécrétion, sur la synthèse d'eau. Alors on peut le faire par différentes techniques, on le faisait et on le fait toujours avec des lasers, et il y a une dizaine d'années, on a eu le sentiment qu'avec des techniques d'ultrasons, on pouvait faire aussi bien et éventuellement de manière moins agressive. Alors je dirais qu'on fait aussi bien ou aussi mal, mais finalement pas avec une certaine déception, et c'est malheureusement quand même une constante dans la médecine. Beaucoup de techniques peuvent être à un moment extrêmement attrayantes, extrêmement intéressantes, et font parler d'elles, ce qui est tout à fait normal et naturel. Ça aussi, ça fait partie de l'information à donner à nos patients. Parfois, certaines sont malheureusement un peu décevantes, mais elle existe toujours. Elle peut rendre des services dans certains cas, et elle n'est pas toujours inutile. Oui. Ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que les patients arrivent et veulent discuter. Certains arrivent avec des demandes de traitement justement qui ont apparu dans les médias ou dans certains médias sur Internet. Et c'est aussi notre rôle d'aller leur expliquer que malheureusement, certains traitements n'ont pas fait les preuves qui peuvent leur être présentés comme étant extraordinaires par des voies de communication très très commerciales. Ça aussi, c'est notre rôle de revenir à la réalité de ce sur quoi nous on est certain et qu'on a des éléments de preuve scientifiques suffisants pour les réaliser. Alors, oui. Alors en fait, moi, la première opération qu'on m'avait proposée à gauche, mes yeux allaient parfaitement bien. J'avais dit, je ne veux pas prendre un risque. À gauche, de être opéré pour un œil qui voit très bien. Je n'avais jamais rien eu avant. Donc j'ai attendu longtemps avant de prendre le choix. Enfin, 2 mois, c'était pas grave. Et finalement, j'avais peur, en fait, de la première opération que je vais me faire opérer. J'ai un risque de perdre l'œil. Et je peux vous dire aujourd'hui, après 9 opérations au bloc, il n'y a pas de risque de perdre l'œil sur ce type de chirurgie filtrante, comme on appelle ça. Si elle est bien réalisée, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure confiance que j'ai dans tout ce que j'ai essayé. Ce sont les chirurgies filtrantes de type sclérectomie profonde non perforante. Et si c'est bien réalisé, si le médecin est bien, si tous les paramètres sont pris en compte des échecs d'avant, de ce qui peut arriver,
j'ai entièrement confiance aujourd'hui. Si je dois y retourner demain pour une sclérectomie profonde non perforante, j'y vais les yeux fermés. Et si des patients s'inquiètent, on me propose une sclérectomie profonde non perforante, j'ai peur. J'ai eu peur pendant 2 mois. Il y a eu quelques échecs, mais si le médecin est bon, si tous les paramètres sont pris, si c'est vraiment bien fait, ça marche impeccablement. Et j'ai entièrement confiance aujourd'hui avec des médecins qui sont ceux que j'ai aujourd'hui. Oui, l'intervention qui est mentionnée, Oui. la sclérectomie profonde non perforante, c'est vraiment l'intervention la plus classique. Enfin, la plus classique, on va dire, c'est la trabéculectomie. C'en est une variante un peu moins agressive qui est vraiment une des formes les plus classiques qui est pratiquée. On n'est pas sur quelque chose qui est parmi les chirurgies les plus récentes, mais on est quelque chose de très maîtrisé, dont on maîtrise complètement l'évolution, les éventuels risques associés. C'est quelque chose qui est très maîtrisé aujourd'hui. Alors, vous savez bien que beaucoup de gens qui ont des glaucomes s'intéressent au traitement du futur, se disent alors peut-être les cellules souches, les thérapies géniques. Et on a entendu parler, professeur Baudouin, il y a 2, 3, 4 jours à peine, de l'optogénétique qui a quand même pas mal interloqué. Je crois que c'est les équipes du professeur Sahel qui ont réussi à rendre un patient aveugle qui était atteint de rétinopathie pigmentaire, il a réussi à commencer à revoir les contrastes. Alors évidemment, ça risque de soulever une forme d'espérance. Est-ce que, c'est donc question très simple, très bête, est-ce que pour les glaucomateux, l'optogénétique est un recours dans le futur ? Alors malheureusement, ce n'est pas un recours pour le glaucome. Je vais expliquer de manière aussi simple que possible ce qu'est ce magnifique travail, qui est effectivement un travail de plusieurs équipes. C'est un très beau travail qui a consisté à transformer les cellules ganglionnaires, dans un cas où elles étaient intactes, dans une maladie où elles ne sont pas abîmées, en récepteurs de la lumière, ce qu'on appelle les photorécepteurs, qui eux sont abîmés, détruits dans la rétinopathie pigmentaire. Donc c'est de faire transformer un neurone qui a une fonction en un neurone qui a une autre fonction. Donc c'est quelque chose de très brillant. Ça passe par une thérapie génique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un gène qui soit introduit dans les fameuses cellules, et à ce moment-là, elles vont être sensibles à de la lumière. Alors ça a l'air d'être facile comme ça. Non. Il faut aussi des systèmes de codage, parce que ces cellules, si on les sature de lumière, elles ne transmettront pas une image, elles ne transmettront pas de la vision, elles transmettront éventuellement des lueurs. Donc il y a également un travail de codage des images à partir d'une caméra, d'une transmission. C'est un processus très très compliqué, ultra sophistiqué et très brillant. Ouais. Et je dois dire que c'est un énorme espoir pour tous ceux qui ont des maladies de la rétine et qui pourraient bénéficier de techniques de ce type. Malheureusement, le glaucome est précisément une maladie où les cellules ganglionnaires sont malades, voire détruites. Et donc, on ne peut pas les utiliser puisqu'elles ne sont pas là pour transmettre le message. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et c'est là qu'il y a quelques espoirs. Alors, dites-nous, lesquels ? Alors, espoir, malheureusement, pour un espoir un peu lointain. À long terme, vous voulez dire ? Malheureusement, à long terme. Bon, d'abord, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on sait traiter le glaucome, on sait protéger le nerf optique. On a une méthode qui est efficace, c'est baisser la pression oculaire. Est-ce qu'on peut le régénérer à terme ? Malheureusement, on a aujourd'hui l'incapacité totale de régénérer un nerf optique qui a été détruit partiellement ou totalement. Évidemment, la quête de la récupération visuelle chez quelqu'un qui a perdu la vue, c'est évidemment notre préoccupation. On n'en a pas les moyens. Alors évidemment, on a beaucoup pensé, on a espéré que les cellules souches pourraient se transformer. Et c'est, je dirais, les espoirs des années 2010, en imaginant que les cellules vont se transformer en neurones, se reconnecter vers le cerveau. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et dans certains cas, malheureusement, les cellules souches peuvent entraîner même des complications. Il y a eu des essais dans le monde qui ont été plutôt des échecs. Alors, l'idée aujourd'hui, une des idées, c'est d'utiliser les cellules souches, non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles produisent. Parce que ce sont des usines, ce sont des cellules qui vont produire toutes sortes de facteurs positifs, nutritifs, régénératifs. Et donc, il y a des essais qui vont se faire soit sur l'extraction de ces cellules, soit même des sociétés ont commencé à développer des cellules souches qui sont dans des espèces de besaces, et on ne va pas utiliser les cellules par elles-mêmes, mais les cellules libèrent des facteurs. Ouais. Ce qui peut permettre d'espérer quelque chose peut-être d'encore plus simple, tout en étant compliqué, c'est la thérapie génique. C'est-à-dire ? Alors, la thérapie génique, on la connaît, puisque aujourd'hui elle existe. Elle est encore très limitée, mais elle existe. Quand un gène est déficitaire, parce que génétiquement, malheureusement, il n'y a pas une transmission dans le chromosomique, on peut, par le biais d'un virus, faire réapparaître le gène dans les cellules cibles.
Donc ça commence à exister, en particulier dans les rétinopathies pigmentaires également. Dans le glaucome, on n'est pas dans le même type de maladie génétique. Ce n'est pas un gène qui manque. En revanche, on peut très bien utiliser les mêmes outils. On pourrait, en théorie, utiliser les mêmes outils pour que un gène qui va produire une protéine régénérative puisse être introduit au niveau de la zone qui souffre, en particulier les cellules du nerf optique, pour essayer de les faire régénérer. Et là, je pense qu'on a un espoir réel, mais pas à court terme, indiscutablement. Oui, on sent une forme de vraie prudence pour ne pas donner des espoirs trop tôt aux patients. Je pense qu'à côté de ces espoirs de thérapie régénérative, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avancées qui se font dans des espoirs, on va dire, plus proches du quotidien des patients. Néanmoins, on ne traite pas le glaucome aujourd'hui comme on le traitait il y a 20 ans. On a maintenant des collyres qui sont instillés moins souvent. On a des associations de collyres qui permettent, au lieu d'instiller 2 fois, on le met qu'une fois. On a des collyres qui sont de mieux en mieux tolérés, qui sont effectivement sans conservateur. Donc on a quand même, vous voyez, petit à petit, c'est vrai que ce n'est pas des énormes changements de traitement, mais on a quand même ces petites avancées. On parlait tout à l'heure des nouveaux traitements chirurgicaux, on a parlé des stents trabéculaires, on a de nouveaux types de petits tuyaux qui viennent faire ce qu'on faisait avec la trabéculectomie de manière plus rapide. Donc vous voyez, petit à petit, à côté de ces grands progrès qui ont changé complètement la prise en charge, on a plein de progrès quotidiens qui arrivent chaque année pour justement améliorer soit le confort des patients, soit leur suivi, soit le diagnostic aussi. On a des outils aujourd'hui, on parlait de cet appareil qui permet de compter les fibres dans la tête du nerf optique. Ça, c'est un appareil qui est devenu courant en l'espace d'une dizaine d'années. Courant et qu'on peut trouver dans les cabinets. Oui, que les cabinets. Alors, certains cabinets, il faut rester certains cabinets n'ont pas forcément la possibilité d'investir, mais dès que certains ophtalmos sont regroupés à plusieurs, ils sont capables d'investir dans ce genre d'appareil. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui permettent de faire des diagnostics plus tôt, d'évaluer la progression de la maladie de manière plus fine et d'améliorer très nettement le traitement. Donc je pense qu'il faut bien rassurer les gens. Il y a des gros progrès et puis il y a aussi des petits progrès, j'ai envie de dire, du quotidien qui se font chaque année et sur lesquels nous travaillons, d'autres équipes travaillent, mais qui permettent quand même d'améliorer la qualité de vie et l'espoir des patients. Et avant qu'on étudie les questions qu'on a reçues, on a reçu plein de questions de vous qui regardez ce programme de l'Institut de la Vision. Quand même, on n'a pas terminé avec l'histoire des conservateurs, professeur Baudouin. C'est une bataille que vous menez depuis 25 ans. Pardon de vous poser des questions, mais on est là pour tout se dire. Vous la menez contre qui et quels sont les obstacles ? Alors aujourd'hui, la plupart des ophtalmologistes en France ont pris conscience que la surface des yeux était victime de certains collyres et qu'il c'était important d'en tenir compte. De l'autre côté, un certain nombre d'industriels ont réussi à développer des produits sans conservateur. Il y a indiscutablement un frein économique parce que c'est plus cher à produire, c'est plus sophistiqué dans la fabrication. Et donc, du coup, il y a une valorisation qui n'est pas toujours très, très favorable. Mais je dirais que la France reste quand même un pays assez privilégié. Il y a des produits sans conservateur qui sont assez nombreux, en tout cas dans les médicaments les plus importants, et à des prix qui sont remboursés et totalement comparables à leur équivalent avec conservateur. Le combat, j'ai envie de le mener beaucoup plus au niveau international parce que c'est quand même encore quelque chose qui n'est pas véritablement rentré dans l'habitude. J'aurais envie de dire que le produit sans conservateur devrait être la référence, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'alternative. Oui, l'alternative. Alors, c'est l'exception dans la plupart des pays, dans beaucoup de pays d'Europe. C'est totalement marginal dans des pays comme les États-Unis, où l'intérêt économique est assez différent. Mais c'est quand même quelque chose d'important en France. On a ce privilège. Je peux intervenir là-dessus ? Oui. Alors en fait, qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Ah ben voilà. Non, j'y étais. Attendez. Vous y étiez. Vous y revenez. Les conservateurs. Oui. Alors aujourd'hui, pour le glaucome, pour mon cas, je suis suivi intégralement sans conservateur. Il y a des produits qui sont sortis, notamment fin 2013, qui a remplacé un produit qui existait depuis, je pense, des années, qui est sans conservateur. En post-opératoire, je demande également les produits sans conservateur, qui sont des alternatives que m'a proposé mon chirurgien, qui est super. Et la question que je me pose, c'est que certains patients n'ont pas le choix de se dire « je veux un truc sans conservateur ». La question que je me pose à Christophe Baudouin, c'est en quoi est-ce que le patient peut aider ? Certains labos font encore des produits avec conservateur. Et une fois, un médecin m'a dit « Monsieur Laurent, on a besoin de gens comme vous, parce que nous, les médecins, on ne nous écoute pas ». Et j'ai interprété ça comme si, par exemple, les 2 meilleurs professeurs en ophtalmologie qu'on a devant nous allaient voir un labo qui fait des produits avec conservateur. Est-ce qu'ils vous diraient écoutez, non, nous, on est très bien avec notre produit avec conservateur, merci beaucoup pour vos conseils. Mais si un patient venait avec vous
Est-ce qu'avec des patients, il pourrait dire, écoutez, moi je suis le patient, vos conservateurs, d'ailleurs je vais voir maintenant ailleurs, je prends d'autres produits qui ne sont pas de chez vous, et il faudrait faire des produits sans conservateur. Est-ce que j'interprète bien ce que m'a dit mon médecin? On a besoin de gens comme vous, monsieur Laurent. Alors, croyez bien qu'on le leur a dit et que c'est bien pour ça qu'il y a des produits sans conservateur relativement nombreux, présents, bien remboursés et accessibles. Après, le deuxième message, c'est que tout le monde n'est pas sensible de la même manière. C'est-à-dire que certains patients vont avoir une goutte d'un produit et le produit peut être très bien toléré, même s'il contient un conservateur, et ce n'est pas forcément un enjeu très important. Mais en tout cas, s'il y a un message, ce n'est pas forcément de supprimer toujours, dans tous les cas, un patient qui est confortable avec son traitement. Celui-ci est efficace. Bon, il y a une goutte par jour avec un produit chimique pas idéal, mais finalement pas très gênant. Ce n'est pas forcément un problème. En revanche, quand il y a un problème ressenti, il faut parler. Oui, et puis comme vous disiez, je pense que les associations de patients sont des associations, en tout cas des éléments très importants qui sont très écoutés au niveau des pouvoirs publics. Et quand effectivement il y a des problèmes spécifiques, je pense que ça reste toujours intéressant que les patients, qui sont finalement, on va dire, les utilisateurs, expliquent effectivement à des tutelles l'intérêt de tel ou tel traitement que la tutelle n'aurait peut-être pas perçu elle directement. Oui. En revanche, un message à mon avis important, qui n'est pas forcément avec les médecins mais avec les pharmaciens. Un produit sans conservateur, il y en a qui nous regardent. Un produit sans conservateur n'est pas un générique, c'est un produit spécifique. La molécule peut être la même, mais on ne peut pas interchanger. On peut interchanger une molécule d'origine sous un nom commercial par son générique. En revanche, s'il y a un choix par le médecin et par le patient du même produit mais sans conservateur, ce n'est pas un générique. C'est un produit spécifique. Vous faites bien de le préciser. Il nous reste une très confortable dizaine de minutes pour évoquer les questions. On a reçu des questions, donc je démarre. De Thierry Laturaz, le stress. Il évoque le stress. Opéré il y a quelques années en urgence, glaucome œil droit, œil gauche. Comment gérer le stress en constatant sa baisse de vision, professeur Labbé ? C'est effectivement une problématique. Il faut entourer ces patients. Lorsqu'on est opéré, il y a une phase dans laquelle effectivement il y a une période de baisse de vision qui est relativement importante. Moi, j'aime bien donner l'exemple aux patients d'une opération du pied. Si j'avais opéré le patient du pied, c'est certain que le lendemain, il n'irait pas courir un 100 mètres. L'œil, c'est pareil. La différence entre le pied et l'œil, c'est que finalement, l'œil, on l'utilise sans s'en rendre compte, sans faire l'effort. Exactement. Et donc, il faut expliquer aux patients que le lendemain, certes, ils ne verront pas et que cette récupération va se faire progressivement avec le temps. Et donc, il faut être capable, effectivement, de rassurer ces patients, leur dire que les choses vont s'améliorer. Après, lorsqu'on a des glaucomes extrêmement sévères, on essaye effectivement de les stabiliser avec le temps. Le vieillissement vient se surajouter à la maladie et peut quand même entraîner une petite perte visuelle avec le temps. Mais elle est liée au vieillissement et comme l'a expliqué aussi Christophe, le glaucome est une maladie quand même extrêmement lente. Oui. Alors, de Gina Stiliani, quand une trabéculectomie n'a pas fonctionné et qu'il n'est pas possible d'en refaire une nouvelle, qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre que les collyres ? Demande-t-elle. Une chirurgie qui n'a pas fonctionné ou pas suffisamment fonctionné ou pas suffisamment longtemps fonctionné, parce que les trois existent, d'abord n'empêche pas d'en refaire une. Alors, il faut voir, chaque cas est particulier. Ça nous arrive d'opérer plusieurs fois. Alors, on peut refaire le même geste chirurgical plusieurs fois. Absolument. On peut soit refaire fonctionner celle qui s'est recouverte de cicatrices. En fait, les échecs sont presque toujours liés à une cicatrisation excessive. Donc, on peut retourner sur la cicatrice et essayer de la lever. Bon, on peut aussi refaire une intervention de voisinage. Sinon, on revient un peu au cycle dont on a parlé. Effectivement, les collyres, parfois le laser, mais tant qu'il y a une vision, on a quand même les moyens de se battre. Et j'ai envie de faire passer ce message-là. Après, chaque cas, évidemment, est particulier. Ouais. Alors, une dame qui s'appelle Madame Hotlar, Michel Lydie Hotlar, quel est le taux de réussite du laser pour faire baisser la tension oculaire ? Alors, c'est une question. Le laser, il y a différents types de laser. Mais si on vient sur le laser classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la trabéculoplastie au laser Selecta, qui se fait justement sur le filtre de l'œil, dans le glaucome chronique à angle ouvert, on peut estimer que l'efficacité tourne autour de 70 à 80%. C'est l'équivalent en fait d'un collyre administré. Le collyre classique, ça s'appelle une prostaglandine. On sait aujourd'hui que le laser a l'efficacité d'un collyre en prostaglandine. Voilà. On considère que ça fait baisser la tension de 25 à 30% chez à peu près 70 à 80% des patients.
Une dame qui demande, Christine Garroche, que faire pour préserver, mais alors moi j'ai besoin de lunettes, pardonnez-moi, que faire pour préserver nos yeux et que la maladie ne gagne pas malgré le traitement? Je sens une angoisse sous-jacente à sa question. Préserver nos yeux, c'est quelque chose d'holistique là qu'elle a l'air de demander. Alors, dans le côté holistique de la question, il y a différents aspects. Pour préserver, avant tout, l'objectif, c'est d'avoir une pression oculaire suffisamment basse et stable. Ça préservera. Ouais. Au prix d'un traitement supportable ou acceptable, donc en minimisant les effets secondaires. Donc ça aussi, ça fait partie de la préservation. Si on se dessèche les yeux qui sont très abîmés par les traitements alors qu'au fond on est efficace sur le glaucome, c'est un peu dommage. Donc il faut évidemment essayer de trouver ce compromis. Après, la troisième étape, c'est de réévaluer régulièrement. C'est-à-dire que c'est une maladie chronique et donc très régulièrement il faut revoir si le traitement est efficace. Est-ce qu'il a réussi à stabiliser la maladie? S'il a réussi à le stabiliser, on a parlé du stress tout à l'heure. Oui. Si quelqu'un... C'est une question. Et oui, c'est une question. Alors le stress, il va dans les deux sens. Le glaucome alimente le stress et un stress chronique alimente le glaucome. Mais le stress par lui-même de la maladie va progressivement diminuer au fur et à mesure que le succès est là. Mais comme c'est une maladie lente, évidemment, le succès ne se vérifie que de manière lente. C'est-à-dire que sur une année, 2 années, 3 années, lorsque la fonction visuelle est intacte, que les fibres nerveuses ne s'abîment pas, que le champ visuel reste stable, eh bien on se rassure. Et donc là, on a un renforcement positif. Quand on commence à avoir plusieurs années d'affilée de suivi et l'absence d'aggravation, on peut vraiment se rassurer. Vous venez d'évoquer ce cercle vicieux du stress. Le glaucome déclenche du stress, évidemment, et le stress aggrave le glaucome. Je voudrais avoir votre sentiment sur ça ou votre témoignage. Alors moi, j'ai plutôt vécu en 2013 la perte totale de mon œil droit, en 1 an à peu près. Ça a été un véritable enfer. Et donc, un véritable enfer, c'était vraiment un cauchemar. Mais depuis, donc ça s'est finalement régulé, il est stabilisé. J'ai réussi à m'entretenir à m'accorder avec mon médecin, que ça se passe très bien. Et donc, il y a un moment où, quand vous êtes stabilisé, tout va bien. Et vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre qualité de vie. Et de votre, voilà. Mais les moments où, effectivement, vous avez des échecs après échecs après échecs, et que vous voyez que les échecs sont là parce que personne ne se pose la question de pourquoi il y a un échec, qu'on réopère de la même façon sans se poser la question, mais ça a échoué avant, qu'est-ce qu'on fait pour se remettre en cause et changer de stratégie? Là, c'est l'enfer. En tant que patient, c'est l'enfer. Vous êtes aux urgences en permanence, vous êtes au bloc en permanence, et le stress, là, c'est un cauchemar. Il faut sortir. Heureusement, on en sort un jour ou l'autre, mais c'est par moments extrêmement difficile. Alors, une question d'Alain Dubois, mais encore une fois, vous allez me dire, tous les cas sont différents. Mon ophtalmo me dit qu'il me faut attendre pour m'opérer d'un glaucome. À quel stade d'opération peut-elle avoir lieu? On ne sait pas de quelle opération il s'agit. Compliqué de répondre. Oui, c'est compliqué de répondre. Néanmoins, effectivement, il faut peser les bénéfices-risques de chaque technique. Et pour un glaucome débutant, le bénéfice-risque est très en faveur du traitement médical avant le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical se conçoit lorsqu'il y a un échec des thérapeutiques les plus simples. Et ça, c'est une attitude assez logique. On va proposer un traitement plus risqué lorsqu'on a déjà tenté les traitements moins risqués. Après, en fonction de chaque stade, on peut découvrir un glaucome à un stade très grave et aller plus rapidement à la chirurgie chez un patient que chez quelqu'un d'autre. Donc c'est très particulier, mais bien évidemment, la chirurgie se conçoit comme une étape, on va dire, de deuxième ligne par rapport à un traitement médical dans le cadre du glaucome. C'est ça. Oui. Oui, en fait, la question ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une chirurgie en se disant « j'attends quelque chose ». C'est « je ne la fais pas » ou « je ne la propose pas parce qu'elle n'est pas nécessaire ». C'est tout simplement ça. Alors pourquoi peut-elle être nécessaire? Elle peut être nécessaire parce que la pression est très élevée malgré le traitement médical. Elle peut devenir nécessaire parce que malheureusement le glaucome continue à évoluer malgré un bon traitement médical qui semble bien conduit et bien fait. Je rappellerai au passage, on a parlé de l'observance, que si les patients ne mettent pas leur goutte, c'est un peu dommage d'en arriver à faire une opération juste parce qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés. Et puis, on peut être amené à opérer parce que les traitements entraînent des effets secondaires qui deviennent très difficiles à supporter. Donc, ce n'est pas un enjeu de dire « j'attends que le glaucome soit mûr ou soit de telle ou telle catégorie ». Je n'attends pas d'ailleurs spécialement, je m'adapte aux circonstances et parfois, la chirurgie est la seule solution. C'est vrai que certains patients nous disent « mais pourquoi je n'ai pas été opéré plus tôt ?»
Ouais. Et dans l'idée de certains patients, l'opération va les guérir complètement. Je pense qu'il faut bien expliquer, justement profiter de ce genre d'émission pour expliquer, voilà, l'opération chirurgicale, c'est un moyen pour contrôler la pression intraoculaire qui n'est plus contrôlée par les autres moyens, pour toujours ralentir au maximum cette évolution. Malheureusement, la chirurgie du glaucome aujourd'hui ne fait pas récupérer la vision perdue. Vous venez de répondre à une ou deux questions qui portaient sur cette question: pourrais-je récupérer ma vision perdue? Donc je vous propose de poser une dernière question de Véronique Garroche. Il y a plusieurs cas de glaucome dans ma famille sur plusieurs générations. Y a-t-il des programmes de recherche génétique? Alors il y a quasiment deux questions en une. En gros, il y a plusieurs cas de glaucome détection et puis programme de recherche génétique. Vous en avez un peu parlé, mais... Alors, il y a eu beaucoup de recherches génétiques avec l'idée qu'effectivement, un test génétique pourrait aider à détecter, et en particulier dans des familles à risque. En fait, les recherches génétiques avec des gènes bien identifiés ne concernent qu'une très petite population. 2 à 3%, ou en associant plusieurs gènes, une dizaine de pourcents des glaucomes. Donc en fait, c'est beaucoup moins efficace pour détecter des glaucomes que simplement le fait qu'il y en a dans la famille. Alors il y a des raisons pour ça. C'est que c'est une maladie héréditaire, à caractère héréditaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est génique avec un gène, et elle va être héréditaire, mais elle va jouer sur plusieurs niveaux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était mon introduction, il y a 2 étages. Un des étages, c'est l'évacuation. Donc, et cette évacuation qui est malade. Et cette évacuation malade peut être elle-même à caractère héréditaire et génétique. Mais il y a également les conséquences. Quelqu'un peut très bien avoir le gène du glaucome, une tension un peu forte, mais ne pas abîmer son nerf optique. Donc, si le premier étage de la fusée, en quelque sorte, est allumé, ça ne veut pas dire que le deuxième va forcément s'allumer, heureusement. Donc, il n'y a pas de test génétique réellement utile. Et de toute façon, le fait de savoir qu'il y en a dans la famille est en soi un test génétique. Sauf qu'on a éventuellement un risque sur 2 de l'avoir attrapé ou acquis, ou qu'il a été transmis, ce qui veut dire qu'on a quand même une chance sur 2 d'y avoir échappé. Et ça, effectivement, un test génétique pourrait nous aider, mais malheureusement, il n'est pas au point. Mais il pourrait nous aider aussi par rapport à ce chiffre que j'ai cité au tout début de l'émission. Il y aurait 500 000 personnes en France qui auraient un glaucome et qui ne le sauraient pas. Alors c'est vrai que ce chiffre est dérivé d'études qui sont maintenant finalement assez anciennes, et c'est vrai qu'on estime que c'est probablement... Il a réduit, parce que c'est vrai que on a quand même accès à des soins d'ophtalmologie de qualité, et donc je pense que ce chiffre est un petit peu surestimé. Il est certain qu'il existe des glaucomateux, vu que c'est une maladie asymptomatique, qui ne le savent pas, qui ne sont pas traités, mais probablement que cette proportion est moins importante que ce qu'on le dit. Un dernier message, professeur Baudouin. On peut stabiliser le glaucome, c'est lapidaire, mais c'est l'espoir, et c'est une réalité. Alors c'est une réalité, je voudrais vraiment insister dessus. C'est une réalité absolue. On peut stabiliser le glaucome au stade où on le découvre. Donc tout l'enjeu, c'est de le découvrir suffisamment tôt pour qu'il n'ait pas eu le temps de faire trop de destruction, voire pas de destruction du tout. Vous voulez témoigner d'une... dernière... Oui, je voulais surtout remercier l'Institut de la Vision. Je connais très bien l'Institut de la Vision depuis 2013. Je viens régulièrement pour les semaines du cerveau, journées portes ouvertes, pour les études. Monsieur Labbé m'a fait participer à des études en tant que patient. C'est absolument extraordinaire en tant que patient de participer à la recherche qui va être finalement pour nous le end-user du système. C'est absolument extraordinaire. Donc je remercie l'Institut de la Vision et toutes les personnes qui sont ici avec nous. Parce que quand je viens ici, en fait, c'est un peu, j'aime bien dire que c'est mon église, en fait. Mon église. Quand j'entre au Institut de la Vision, je ne suis pas encore guéri, mais il y en a, ils sont croyants, ils vont à l'église. Moi, je vais à l'Institut de la Vision. C'est mon église. Et c'est très sérieux. Eh bien, écoutez, vous êtes le meilleur ambassadeur de l'Institut de la Vision, il me semble. Je crois que cette rencontre est arrivée à son terme. C'est bien passé pour une première. Merci professeur Baudouin, merci professeur Labbé, merci aux patients référents et merci à tous ceux patients, médecins, curieux, angoissés, qu'ils seront un petit peu moins après cette heure passée ensemble. Merci de nous avoir suivis pour cette première rencontre de l'Institut de la Vision. À la prochaine. Est-ce qu'on donne la date ? Oui ? Non ? Pas encore. On vous l'annoncera plus tard. Merci.